Bonjour tout le monde. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire portant sur les innovations dans les normes infrastructures du BNQ. Je me présente, Vincent Pivin, je suis conseiller industriel au Bureau de normalisation du Québec. Aujourd'hui, je suis accompagné avec mes collègues Kamal Ouldamed, Moustapha Faye et Sylvie Lecru-Trudel, qui sont tous normalisateurs au Bureau de normalisation du Québec. Et puis, ils ont tous un gros bagage d'expérience qu'ils vont pouvoir vous partager aujourd'hui à travers ce webinaire. Pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui devrait durer environ 1 heure. C'est un webinaire qui sera enregistré et publié en ligne par la suite. Et il y aura aussi une période de questions à la fin là, avec l'outil questions-réponses de Zoom avec laquelle vous pourrez poser des questions. Alors, sans plus tarder, je laisse ma collègue Sylvie vous présenter l'ordre du jour. Bonjour à tous. La présentation de ce webinaire va s'articuler en quatre grandes parties. Après une courte introduction du BNQ par Vincent, je vous ferai une légère mise en contexte pour vous présenter les trois documents d'aujourd'hui. Puis chacun des normalisateurs présents va vous présenter un document et on finira par une présentation de la coordination qui va être mise en place pour ces trois normes. Donc, je laisse la parole à Vincent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait quand même vous rappeler, on est qui le BNQ? Donc, le BNQ, on est accrédité par le Conseil canadien des normes et par plusieurs organismes d'accréditation internationaux. Et puis, on offre entre autres deux services d'importance qui permettent d'encadrer les pratiques des organisations. Donc, l'une des choses qu'on fait, c'est l'élaboration de normes. Donc, on élabore des normes consensuelles avec des groupes de comités d'experts. Donc, ces besoins-là là, peuvent provenir de des associations, des ministères, des regroupements d'entreprises, puis on accompagne vraiment le processus de normalisation du début jusqu'à la fin lorsque la norme est publiée. On fait aussi des audits de certification, donc on a un réseau d'auditeurs à travers le Québec qui vont sur le terrain pour auditer certaines normes. Ça peut être des normes québécoises, BNQ, ça peut être des normes canadiennes ou des normes internationales ISO. Parmi nos normes internationales ISO, on offre la certification ISO 9001, par exemple, qui est très populaire, système de management de la qualité. On offre aussi la certification ISO 14001, qui est système de management environnemental, et plusieurs autres. Alors, le BNQ en chiffres, ben, on a présentement 88 certifications disponibles qu'on offre. Donc, on tente toujours de peaufiner notre offre de service. Donc, parfois, on va ajouter des certifications, parfois, on va en enlever. On veut vraiment garder notre portefeuille au goût du jour. On a présentement 2220 organismes clients certifiés chez nous. Et puis, on est une entreprise de plus de 70 employés. Maintenant, c'est à moi de vous présenter la petite mise en contexte. Aujourd'hui, on vous présente trois documents. L'objectif de cette petite introduction est de vous expliquer pourquoi on a décidé de présenter ces documents ensemble et quel lien il y a entre ces documents. Un petit rappel de la situation d'aujourd'hui. Au niveau du ministère de l'Environnement, parmi les différents textes qui sont à disposition, on retrouve la directive 001, captage et distribution de l'eau, et la directive 004 pour les réseaux d'égouts. Ces documents, adressés essentiellement aux concepteurs, présentent les normes et critères à respecter pour concevoir les différents réseaux, mais rappellent aussi des cadres de référence pour les contrôles, les opérations, les entretiens et les procédures à suivre. Dans le même temps, en parallèle, au niveau du Bureau de normalisation du Québec, on va retrouver la norme BNQ 1809300, travaux de construction, conduite d'eau potable et d'égouts, clause technique générale, qui est appelée communément cahier des charges. On a un document qui s'adresse essentiellement aux entrepreneurs et aux maîtres d'ouvrage, qui porte sur l'installation des réseaux fixes et temporaires, qui va jusqu'à la réception, compris nettoyage, contrôle et critères d'acceptation, et qui aborde les questions de paiement à travers les bordereaux de soumission. D'un point de vue historique, la 1809-300 est la plus ancienne des trois documents qui nous sont présentés aujourd'hui. La 1809-300 a eu une première édition en 1983. Elle a fait l'objet de multiples révisions avec des échéances, des espacements entre les visions très variables. La dernière édition, donc la sixième édition, qui a été publiée en octobre 2023. Pour ce qui est de la directive 001, la première édition date de 1984. Elle a subi très peu de modifications jusqu'à la publication des règlements sur la qualité de l'eau potable, le RQEP, en 2001. Ce règlement a amené la publication de bien d'autres textes, dont la norme sur la qualité de l'eau et des contrôles à effectuer, les procédures de mise en norme des installations de production d'eau potable et les contenus de demande d'autorisation pour les projets d'installation et de production d'eau. Tous ces documents ont amené le ministère de l'Environnement à abroger un certain nombre d'articles dans la directive 001. Ce qui fait que ce document, maintenant, présente plus essentiellement des informations sur la distribution d'eau potable. Euh,
excusez-moi, arrivé en 2019, au moment de réviser le document, le ministère de l'Environnement a décidé de confier la révision de la directive 001 au BNQ pour en faire une norme consensuelle, donc qui va répondre à toutes les règles d'élaboration d'une norme. L'objet, donc, c'était de faire non seulement une mise à jour, mais d'intégrer des nouvelles exigences, des nouvelles technologies et d'intégrer différents critères comme les effets des changements climatiques. L'objectif est de publier une nouvelle norme, la BNQ 3660001, qui viendra se substituer à la directive 004. Pour ce qui est de la directive 001, pour ce qui est de la directive 004, la première édition date de 1989. Ce document a été très très peu modifié au cours du temps, signé en 1996 pour qu'elle modifie quelques coefficients. Arrivé en 2019, le ministère de l'Environnement a décidé, au même titre que la directive de 001, de confier la révision de la directive 004 au Bureau de normalisation du Québec pour en faire une norme consensuelle qui s'appellera la 3660004. Donc, on avait exactement les mêmes objectifs que la directive 001 pour intégrer toutes les nouvelles technologies, les nouvelles exigences. En 2004, nous allons donc avoir trois documents qui vont cohabiter, donc la norme BNQ 1809300, mais aussi la norme 3660001, donc c'est une norme qui va s'appeler Manuel de conception des réseaux municipaux de distribution d'eau potable, et la norme BNQ 3660004 qui va s'appeler Manuel de conception des réseaux d'eau pluviales et sanitaires. Alors, pourquoi ces trois normes sont liées? Eh bien, tout simplement parce que pour rédiger les normes 3660-001 et 3660-004, on s'est appuyé non seulement sur les directives, mais aussi sur la norme existante, la 1809300. On a repris de la 1809300 tout ce qui était relatif à la conception et tout ce qui était relatif au choix des matériaux et matériels. Donc, on se retrouve maintenant avec deux nouvelles normes qui vont parler de la conception, la 1809-300 qui va parler de l'installation. Il faut assurer une cohésion entre ces trois documents. Et puis, il va falloir aussi faire du ménage pour être sûr d'éviter d'avoir les doublons. Donc, dès que les nouvelles normes vont être publiées, il faudra revoir la 1809-300. Maintenant qu'on a introduit le contexte, je vais laisser la parole à mon collègue Mustapha pour qu'il vous présente la norme BNQ 3660-001. Merci Sylvie. En fait, comme de l'environnement, remplacé par par le manuel du BNQ 3660001. Donc, c'est un document qui a été rédigé par un comité composé de trois groupes d'intérêt, les experts, les concepteurs et un groupe d'intérêt général, et que de grands principes ont dirigé également le choix des chapitres et des articles et des thèmes qui sont abordés dans le document. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'articulera autour, en fait, sur la 3660001, naturellement, tournera autour de deux points. Le premier, c'est d'abord de vous parler rapidement de l'objet et le domaine d'application. Le second, c'est les thèmes qui sont abordés dans le document et surtout les nouveautés et les innovations par rapport à la directive 001. Donc, le manuel de conception l'objet du manuel de conception est de spécifier les exigences et les recommandations pour la conception des réseaux municipaux de distribution d'eau potable. C'est un document qui s'applique aux nouveaux réseaux municipaux de distribution d'eau potable, mais aussi aux réseaux existants, surtout en tout ce qui est entré avec la modification ou les extensions. C'est un document qui s'adresse aux ingénieurs concepteurs, que ce soit de la municipalité, des firmes de génie conseil ou bien de l'entreprise qui va réaliser les travaux. Donc, les thèmes qui sont abordés dans dans la BNQ 36001 sont présentés ici. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec la directive 001, vous remarquerez par exemple que les éléments généraux, les conduites, les stations de pompage, les chambres de vente et les réservoirs sont des thèmes qui étaient déjà couverts dans la directive 001. Ce sont des choses qu'on a repris naturellement dans la 36. 60001 et on est allé avec quelques nouveautés ou innovations. En fait, l'instrumentation et contrôle est quand même quelque chose qui était couvert un peu dans la directive 001, mais qui est plus développé maintenant dans la 36001. Il y a les conditions particulières d'un projet et les réseaux de distribution qui sont totalement nouveaux par rapport à la directive 001.
Donc, pour aller un peu plus en détail dans les différents thèmes, en fait, on va juste rappeler que on fait le parallèle entre la directive 001 et la 3660-001. Et on va insister plus sur les nouveautés ou les innovations par rapport à la directive 001. Vous voyez ici qu'on reprend pratiquement, on reprend tous les thèmes qui existaient dans la directive 001 et on y va avec quelques innovations ou des nouveautés par rapport à la 3660-001, comme par exemple pour les critères de conception. On a maintenant la sectorisation qui est la stratégie d'économie d'eau potable qui est une exigence qui est recommandée dans la conception des réseaux municipaux. Il y a la sécurisation pour l'approvisionnement en eau potable en tout temps et aussi de garantir la fourniture de l'eau pour en cas d'incendie et autres, si c'est prévu évidemment pour le réseau, il y a également des mesures à prendre lorsqu'on veut connecter un ou deux ou plusieurs réseaux municipaux ou de distribution d'eau potable. Pour ce qui est du plan directeur, maintenant, on a des exigences par rapport à la modélisation. On veut que dans le plan directeur, qu'il y ait plusieurs options possibles et que par la suite, on fasse une analyse des différentes options en fonction des plusieurs paramètres pour en choisir l'option le mieux disant. Alors, pour ce qui est des conduites d'eau potable également, c'était couvert dans la directive 001 et on les a repris, on a repris tous les points et on est allé également avec quelques nouveautés ou des innovations, comme par exemple pour les traverses dans les plans d'eau, l'éloignement par rapport aux sources de contamination ou l'interdiction et les interdictions, comme par exemple la connexion le raccordement de réseau d'eau potable à un réseau, à un autre réseau. Il y a également la possibilité d'utiliser des matériaux alternatifs et on donne également des exigences pour les critères de choix des matériaux. Pour ce qui est de l'installation des conduites, il y a également des exigences par rapport au repérage des conduites. Pour les stations de pompage et de surpression aussi, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui a été couvert naturellement dans la directive 001. On l'a repris, on a repris tous les points et les nouveautés ici, c'est se situe à quatre niveaux, par exemple pour le bâtiment, avec le dimensionnement du bâtiment, l'aménagement, de manière à optimiser le fonctionnement des différents ouvrages et ainsi de réduire ou d'éliminer les dangers à la source, d'optimiser l'exploitation et l'entretien, de donner des exigences par rapport à la santé et la sécurité des travailleurs et des consommateurs. Pour les chambres à vent aussi étaient couvertes dans la directive 001. C'est aussi le cas. En fait, juste rappeler que pour moi, la principale innovation par rapport à la directive 001, c'est vraiment de faire des différents points qui étaient soit qui étaient traités dans la directive 001 dans un ou plusieurs chapitres, de les regrouper en un seul chapitre. Ici, par exemple, vous remarquerez que chaque élément est traité dans un chapitre à part, ce qui fait que toute l'information est regroupée en une seule place et maintenant, on reprend ce qu'il y avait dans la directive 001 et on y va si on a des éléments pour le faire avec des innovations ou des modes ou des nouveautés. Pour les chambres à vannes, les nouveautés, c'est à deux points, par exemple pour le dimensionnement et l'aménagement intérieur et extérieur de manière à optimiser le fonctionnement des équipements mécaniques, mais aussi de manière à réduire le danger à la source et d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs et des utilisateurs et des consommateurs. Les réservoirs de distribution également, dans la directive 001, on en avait trois. La, 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 la BNQ 3660-001 en a cinq et elle donne également des exigences par rapport à la localisation, des exigences par rapport à la durabilité, par rapport à la résistance structurale, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment beaucoup plus élaboré avec des exigences qui permettent de garantir un certain niveau de qualité tout en réduisant le danger à la source ou de mettre en place des mesures palliatives pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L'instrumentation et le contrôle, c'est un chapitre que moi je classe parmi les nouveautés, même s'il y a quelque chose qui existait déjà dans la directive 001, mais c'est beaucoup plus élaboré maintenant excusez-moi, par rapport à la directive 001. Par exemple, ici, pour ce qui est de l'instrumentation ou de l'automatisation, on y va avec différents niveaux d'automatisation, une automatisation complète, une semi-automatisation et une automatisation en fonction des besoins de l'opérateur. Pour la télémétrie aussi, la télémétrie et le contrôle à distance des alarmes et des systèmes pour en cas de panne, mais aussi des exigences par rapport au réseau de distribution d'eau potable, des exigences pour assurer la cybersécurité, ainsi de suite. Les conditions particulières d'un projet, ça fait partie aussi des chapitres, des nouveaux chapitres. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment dans la directive 001 et qui est maintenant développé et en tout cas assez bien élaboré dans la 3660-001. On a des exemples par exemple, tout ce qui est en rapport avec les pratiques de conception alternatives, par exemple, l'utilisation de matériaux alternatifs, la possibilité d'avoir des conduites hors sol, de croisement, on est dans un croisement de zones sensibles. Il y a également des conditions, des exigences par rapport aux conditions de gel, par exemple, pour tout ce qui concerne la protection thermique et également les impacts des changements climatiques sur les différents équipements. Il y a également des facteurs géographiques tels que l'éloignement, la nature du sol et les zones sismiques. Le réseau d'alimentation temporaire également fait partie des nouveaux chapitres qui sont développés dans la directive 0, dans la BNQ 36001, excusez-moi. Donc ici, on y voit avec en fait, on a différents paliers. Par exemple, on a les données de conception, l'étude préparatoire qui doit être par qui et qu'est-ce qui est attendu pour cette étude, la conception préliminaire qui est faite par qui, qu'est-ce qui est attendu à cette étape-ci de la conception, la conception détaillée, qu'est-ce qu'on attend par là, et finalement les plans détaillés finaux. La méthodologie de conception, par exemple, est-ce qu'on y voit avec une modélisation hydraulique ou bien on va utiliser des données standards pour la conception? Il y a également des critères de conception pour garantir, par exemple, la pression minimale que l'on doit garantir, que le réseau temporaire doit assurer ou non un service d'incendie. On a également les débits et les diamètres minimums de la même manière, si on doit assurer ou pas un service d'incendie. Et il y a également des considérations de conception additionnelles et finalement des exigences sur les matériaux qui sont utilisés et des exigences par rapport au rapport d'ingénieurs et plans détaillés finaux. Je laisse la parole à mon camarade Gamal. Merci, Mustapha. Donc, pour ma part, je vais présenter le projet de norme PNQ 366004, manuel de conception des réseaux d'égouts pluviales et sanitaires. Donc, c'est un projet qui vient mettre à jour la directive 004 du ministère de l'Environnement en apportant des modifications et des nouveautés pour mieux s'adapter aux pratiques actuelles. Et bien sûr, la remplacer par une norme élaborée suivant un processus consensuel. C'est dans cette optique de modernisation et d'adaptation aux pratiques actuelles que le ministère de l'Environnement a financé le projet et a mandaté le BNQ pour l'élaboration de ce manuel. Donc, ce manuel qui s'adresse aux ingénieurs concepteurs traite des exigences de conception des réseaux d'égouts pluviales et sanitaires, que ce soit des nouveaux réseaux, de la modification des réseaux ou de l'extension des réseaux. Un manuel qui œuvre aussi à la facilité d'entretien des ouvrages et à la sécurité des utilisateurs. Les nouveautés du manuel par rapport à la directive sont les chapitres suivants. Le chapitre 6 qui comporte la présentation de projets. Le chapitre 8 qui aborde la conception hydraulique des conduites. Le chapitre 9 est consacré à la conception hydraulique des conduites. Et les postes de pompage sont traités dans le chapitre 11. Des nouveautés et des mises à jour qui contribuent à l'abrogation des pratiques de la collecte du traitement des eaux usées ainsi que de la gestion des eaux pluviales.
avec comme objectif de conception la durabilité, la résilience et l'adaptation au changement climatique des infrastructures. Le manuel ne s'applique pas, donc il y a certaines restrictions, donc il ne s'applique pas à l'entretien des réseaux et aux équipements liés au transport des eaux usées, à la réhabilitation des regards et des conduites, au système de traitement biologique et physiochimique, au système de contrôle des débords, aux techniques de gestion des eaux pluviales, aux ponceaux, aux plans finaux et aux réseaux de collecte alternatifs. Le manuel comprend les courbes EDF qui permettent à l'ingénieur de mieux répondre aux intensités de pluie et faire face au changement climatique, la notion de la résilience des infrastructures qui fait la comparaison des approches fondées sur la fiabilité versus le risque, et méthode d'analyse des transitoires hydrauliques dans les conduits de refoulement. À titre d'exemple, c'est l'exploitation de ces courbes enveloppes qui permet de statuer de façon préliminaire sur les effets des sous-pressions et des surpressions sur toute la longueur de la conduite de refoulement. Des schémas illustrant les étapes de dimensionnement des conduits des réseaux d'égouts, des logigrammes qui facilitent de parcourir l'ensemble des étapes de dimensionnement des conduites. Dans cette partie, je vais développer les nouveaux éléments du manuel, à savoir le chapitre 6, qui couvre les exigences relatives aux documents qui doivent être présentés par l'ingénieur concepteur, à savoir des exigences de respect des lois, des exigences de documents présentés pour une demande d'autorisation, les éléments nécessaires pour l'élaboration des plans et cahiers de charges. Le chapitre 8 couvre les aspects structuraux des conduits d'égouts gravitaires et sous pression. Il tient compte de plusieurs paramètres, la profondeur des conduites, les charges, les types de sol, les eaux souterraines, etc. Tient compte aussi des surpressions qui peuvent survenir dans la conduite. Voilà le chapitre 11. Donc, à noter que pour les clauses techniques et administratives générales qui s'appliquent à l'installation des réseaux d'eau potable et d'égout, le manuel exige à l'ingénieur concepteur de se référer au cahier de charges BNQ 1809-300. Idem pour certaines données techniques relatives à l'enrobage des conduites, à la tranchée et à la tanchéité de la chambre de soupape. Pour le chapitre 9, donc, il couvre les exigences de conception intégrée pour les réseaux pluviaux, dont le réseau mineur et majeur fonctionnant en interaction par l'entremise des briseurs et qui doivent être conçus simultanément. C'est ce qu'on appelle le concept de double drainage. D'autres exigences sont citées à savoir par rapport au nouveau réseau, à l'extension et au remplacement d'un réseau. Exigence d'utilisation de la méthode rationnelle par ou un logiciel de simulation informatique pour le calcul des ruissellements et des données EDF les plus récentes pour tenir compte des changements climatiques. Il traite aussi des branchements des réseaux d'égouts pluviales, du captage des eaux pluviales, des fossés de drainage, des regards d'égouts épuiseurs, ainsi que des éléments à considérer dans le cadre de la gestion des débordements d'urgence. Pour le chapitre 11, il porte sur la conception d'un nouveau poste de pompage ou à la modification d'un poste de pompage existant. Il s'applique aussi aux conduites de refoulement. On pourra dire que le respect de l'ensemble des exigences du manuel pourra conduire à la réalisation du projet tout en réduisant les impacts sur l'environnement. À noter que le manuel sera soumis, bien sûr, à un maintien périodique qui pourrait être soumis à des révisions, des modifications au fur et à mesure de son utilisation et du développement des connaissances. Okay. Actuellement, on est dans la phase des réunions post-consultation publique. Donc, on a reçu 273 commentaires, lesquels sont en cours d'évaluation par le comité de normalisation qui regroupe des experts et des professionnels du domaine. Merci pour votre attention. Je passe la parole à ma collègue Sylvie. Voilà, donc moi j'attaque la présentation de la nouvelle édition de la 1809-300. Donc, juste un point, faut que je récupère mon truc. Voilà. Au niveau de la 1809-300, donc cette sixième édition, le premier changement qui est abordé, bien sûr, c'est l'intégration des modificatifs qui ont été publiés entre 2018 et 2023. Trois modificatifs ont été publiés. Les deux premiers étaient essentiellement concentrés sur les essais de fuite de basse pression, l'introduction des PVC et des systèmes de retenue. Pour le modificatif N3, le but était d'intégrer les granulats recyclés à titre de test pour qu'on puisse réviser le document en temps et en heure si la première position d'intégration a amené des modifications.
Au niveau de la révision de ce document, on a aussi innové. En effet, la révision précédente avait été extrêmement longue, ça avait pris plus de 4 ans, parce que les temps entre les différentes éditions avaient été extrêmement longs. Donc, il a été décidé de faire que ces révisions soient revues tous les 5 ans et qu'on base la révision sur les commentaires reçus par les différents utilisateurs. Donc, que ce soit des fournisseurs, les constructeurs, les entrepreneurs ou les membres du comité. L'objectif par ces commentaires ou par ces demandes était d'intégrer de nouvelles techniques, de nouvelles exigences environnementales, des règles de sécurité et des retours d'utilisation que pouvaient avoir les différents maîtres d'ouvrage. Donc, pour vous présenter un peu l'organisation qui a été mise en place pour faire évoluer ce document, un petit rappel de la planification qui avait été mise en place à l'époque. Donc, après l'édition, la 5e édition en 2018, il y a une période d'à peu près de 3 ans qui a été laissée pour permettre à tout le monde d'émettre des commentaires sur la dernière édition de la norme 1809-300. Fin 2020, on a regroupé tous ces commentaires et on a commencé à préparer la préparation de la révision en fait de la 1809-300. On en a profité pour rencontrer les fournisseurs afin d'évaluer leurs demandes de modification de la norme et puis d'évaluer leurs dossiers pour soumettre des nouveaux produits au niveau de la 1809-300. La révision en elle-même s'est déroulée de 2021 à 2023. Donc la dernière publication était en septembre 2023. Bien sûr, la 1809-300 a fait l'objet de nombreuses modifications. On ne va pas parler de toutes les modifications. L'objet de la présentation d'aujourd'hui est de vous présenter les thèmes qui ont été fortement modifiés, les chapitres qui ont été fortement modifiés, chapitres ou figures d'ailleurs. Alors, un premier point, alors ça peut pas paraître une modification anodine, mais ça commence à avoir des retours. En fait, au niveau du modificatif M2, il me semble, il y avait eu un changement dans le domaine d'application où on avait supprimé dans la portée du texte la zone de 1 mètre du bâtiment à la limite de propriété. Et donc, quand on a fait la révision pour l'édition 2023, on a confirmé cette mesure en spécifiant dans l'objet qu'on ne se limitait à l'emprise publique. Ça a l'air de rien, mais du coup, il y a un vide technique, un vide réglementaire entre 1 mètre du bâtiment et la limite de propriété. Actuellement, le RVQ est en train de voir pour modifier le code de plomberie, mais on n'est pas sûr que ça soit intégré au niveau du code. Donc, il faudra peut-être faire des modifications à l'avenir. Un gros morceau des modifications qui ont été apportées au niveau de la 1809-300, ça a été la reprise totale de l'article 5.4 sur la protection de l'environnement. L'article 5.4 présente les mesures que l'entrepreneur doit prendre pour protéger l'environnement lors des travaux sur chantier. Les modifications sont liées par des grandes modifications au niveau des lois, des règlements et des guides entre 2018 et 2023. Donc, vous avez une liste des principaux documents qui ont été modifiés. Alors, les modifications portées. La première sur l'article 5.4.3 sur l'entretien des machineries. Pour ce qui est de tous les travaux de forage proches du littoral, il y a des dispositions particulières pour les fluides hydrauliques et les graisses qui ont été intégrées. Un nouvel article 5.4.4 a été introduit pour le contrôle de l'érosion et des sédiments sur chantier, avec un programme de contrôle de l'érosion et des sédiments à fournir par l'entrepreneur avant le début des travaux, les contrôles des sédiments, donc toutes les eaux qui proviennent du chantier, l'identification des zones de chantier sensibles à l'érosion, au lessivage, à la perte de sol, à la protection des sols mis à nu et des autres zones sensibles, à la végétalisation des sols et la protection des ouvrages de gestion d'eau pluviale en aval du chantier. On a modifié aussi l'article 5.4.5 sur les rejets d'eau contaminée issus du chantier pour ce qui est lieu vers le réseau d'égouts, vers l'environnement ou vers les systèmes de gestion des eaux pluviales non tributaires d'un réseau d'égouts unitaire. Autre modification, la modification de l'article 5.4.6, gestion des matériaux et des sols et des rebuts excavés, où on vous demandait maintenant de préciser le lieu de stockage des matériaux non utilisés sur chantier et de préciser à l'avance une étude environnementale sur la caractérisation préalable des sols aux frais du maître d'ouvrage. L'article 5.4.7, donc qui porte sur la protection des milieux hydriques et milieux humides, a été grandement modifié par l'introduction du RAFI, des exigences du RAFI, avec les autorisations ministérielles souhaitées, et puis l'introduction du RMH, donc les règlements sur les actions en milieu humide, hydrique et sensible, avec des normes de réalisation et des interdictions à respecter.
Le Ramache a amené aussi à modifier trois autres articles, l'article 5.4.9, la conservation de la végétalisation existante, l'article 5.4.10 sur la fermeture temporaire des chantiers et l'article 5.4.11 sur la restauration des lieux perturbés. Autre gros changement, ça a été la refonte complète de l'article 6.5, donc qui a fait l'objet aussi d'un modificatif M3. Le but était d'introduire les matériaux recyclés. L'objet, c'était de diminuer l'impact des infrastructures sur l'environnement et d'intégrer les nouvelles exigences de l'environnement avec le règlement RAFI et le règlement RVMR. Il fallait faire ces modifications, mais en tenant compte d'une norme qui était existante, qui était la norme 256600 sur les matériaux recyclés. Étant donné que le RVMR avait sa propre structure et que la norme 2560-600 en avait une autre, il a fallu trouver un moyen de concilier ces deux règlements, enfin la norme et le règlement, pour pouvoir utiliser dans les rembrayages pour la 1809-300. Bien sûr, l'introduction de ces matériaux recyclés nous ont amené à modifier l'article 9211 sur les matériaux de rembrayage. Pour ce qui est de la nouvelle structure de l'article 6.5, déjà, maintenant qu'on a introduit les matériaux recyclés, il a fallu faire la distinction entre les matériaux courants et les matériaux recyclés. Donc, on a introduit un nouvel article, sous-article matériaux courants, qui retrouve le CG14 habituel, mais qui introduit aussi les pierres concassées résiduelles et croûtes et retailles du secteur 1 de la pierre de retaille, qui correspond à la catégorie 1 du RVMR et qui sont considérés comme des granulats naturels. Au niveau des matériaux recyclés, après quelques rappels généraux, on a introduit les exigences relatives aux matériaux recyclés, que ça soit du point de vue RVMR, catégorie des RVMR, du point de vue des classes environnementales de la NQ 2560-600, mais aussi par rapport à des exigences complémentaires pour protéger de la contamination. On a donc réduit aussi l'utilisation des matériaux recyclés au niveau du remblayage, ce qui nous a amené à introduire une nouvelle figure, la figure 66, qui présente les zones autorisées pour utiliser ces matériaux recyclés. C'est la zone verte du graphique qui vous est présentée. Donc, en fait, les matériaux recyclés peuvent être utilisés à partir de 1 mètre au-dessus des conduites et au-dessus du niveau maximum des nappes phréatiques. Bien entendu, les matériaux recyclés sont recommandés à être utilisés en priorité dans la chaussée, mais la chaussée est hors du champ d'application de la norme 1809-300, donc on n'a pas pu en parler nous-mêmes dans la norme. Les pierres concassées étant des granulats naturels, eux, on peut utiliser dans la partie enrobage autour des conduites. Autre modification, on a amélioré l'article 10.4.12.9 qui est relatif aux compteurs d'eau et aux dispositifs anti-renflouement, où on demande aux municipalités de préciser ses attentes dans les code settings particulières lorsqu'il s'agit d'intégrer ou de remplacer ces équipements. Au niveau de l'article 10.6, on est dans la désaffectation des conduites d'eau potable et des conduites d'égout. On a travaillé sur le mélange de remplissage en introduisant des performances complémentaires au niveau de ce produit relativement à la résistance de compression à 28 jours, à l'étalement ou à la stabilité, par exemple. Autre gros point modifié dans la 1809-300, c'est la refonte complète du chapitre 11 qui portait sur les essais et les critères d'acceptation. Le gros modificatif, ça a été la refonte de l'article 11.1 généralité, où on a introduit une clarification sur les expertises réalisées avec les responsabilités des intervenants, qui doit signer les rapports, l'exigence d'un plan de travail détaillé préalable par l'entrepreneur et la description du contenu des rapports attendus avec toutes les mesures, inspection, vérification, etc. On a complété l'article 11.2.3.1 avec des essais portant sur les essais d'étanchéité en autorisant dans certaines conditions des tests simultanés de vannes. On a corrigé la formule de l'article 11.2.3.2 pour le calcul de la valeur de fuite L pour les conduites en fonte. On a introduit un nouvel article, l'article 11.2.5, le rapport pour ce qui s'agit des travaux de conduite d'eau potable, qui décrit bien sûr le contenu du rapport, mais qui rappelle que les essais de convenance doivent être faits en présence de l'ingénieur surveillant. Autre modification, on a deux modifications qui sont relatives aux égouts. La suppression de l'article 11.3.1.6, parce qu'en fait, tout est repris maintenant dans le nouveau article 11.1. Et puis, on a complété l'article 11.3.2.1 sur les essais et critères d'acceptation, où on précise, par exemple, que les enregistrements vidéo lors d'inspection télévisée doivent être mis dans les 24 heures ouvrables qui suivent l'inspection.
On a complété les essais à la tige à métal, excusez-moi, en précisant et en améliorant la descriptif des essais avec la tige de manière à améliorer la répétativité de l'essai. On a complété l'article 11.6.4.2, le rapport d'essai, en demandant, excusez-moi, de rajouter les zones non considérées par l'analyse du logiciel. Et enfin, au niveau de l'article 11.6.6.3, pour la réparation et remplacement des segments de conduite, on a rappelé que on a changé plus exactement, on a dit que si le gabarit passait, il n'était plus nécessaire de faire des essais avec le profilomètre laser. Autre changement, au niveau du modificatif M2, avec l'intégration des PVCO, on avait changé une figure pour les systèmes de retenue à collier. On a décidé au moment de la révision pour la sixième édition de 2023 de réintégrer la figure qui avait été supprimée et d'avoir donc deux figures pour les systèmes de retenue à collier, pour les PVCU et les PVCO. Voilà, on en a fini pour présenter les les grosses modifications qui avaient eu lieu à la 1809-300. Donc maintenant, je vais conclure, entre guillemets, le webinaire par la dernière partie, qui est la présentation de la coordination des travaux pour les trois normes qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc, le principe de la coordination, bah, c'est de mettre en place un comité qui va assurer une gouvernance continue de ces trois normes. Comme on vous l'a dit précédemment, la 1809-300 a servi de base pour l'élaboration des normes 3660-001 et 3660-004. Mais du coup, comme elle a été publiée avant les deux nouvelles normes, bah, il va y avoir des doublons qu'il va falloir éliminer. Les normes 3660-001 et 3660-004, qui remplacent les directives 001 et 004, amènent énormément de nouvelles informations. Pour titre d'exemple, la directive 001 faisait 70 pages, la norme 3660-001 en fait 211 maintenant. C'est sûr qu'avec les nouveaux éléments apportés, il va y avoir des modifications, des corrections, des compléments d'informations apportés pour adapter ce nouveau document à une utilisation sur terrain et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc, le principe de la coordination, ben, c'est de traiter ces trois normes en parallèle pour assurer une harmonie en ces trois normes et s'assurer que les trois normes vont évoluer en en cohérence, pardon, du début jusqu'à la fin. Le principe donc est expliqué par le petit schéma sur votre droite. Dès la publication de la dernière norme, donc ça devrait être la 3660-004, le comité de gouvernance va se mettre en application et va récupérer tous les commentaires qui vont arriver pour les trois normes. L'objectif, c'est d'analyser l'ensemble des commentaires pour déterminer si les commentaires finalement vont ne porter que sur un des documents. Si c'est le cas, dans ces cas-là, on reverra dans le comité de normalisation du document en question. Par contre, si le commentaire finalement va toucher plusieurs documents, c'est faire en sorte de créer un sous-comité de travail qui va travailler sur les modifications apportées à l'ensemble des documents concernés, donc de manière à assurer la cohésion entre les trois documents. L'objectif, c'est de préparer rapidement des modificatifs et de faire en sorte que la révision soit préparée à l'avance pour qu'au moment où on arrive aux 5 ans où on va définir la révision, tout soit prêt, que la révision puisse être rapide et qu'on arrive à délivrer un nouveau document dans un délai très court. L'objectif, c'est de faire une boucle et de repartir dans ce fonctionnement pour la suite après la nouvelle édition de 2029. Si ce mode de fonctionnement fonctionne, ben, l'idée, c'est de pouvoir élargir cette utilisation à d'autres sujets ou à d'autres normes. Je passe la parole maintenant à Vincent pour conclure cette présentation. Oui, alors en conclusion, dans le fond, mes collègues aujourd'hui vous ont présenté trois normes qui sont reconnues pour justement encadrer la conception des réseaux d'eau potable et d'égouts. Et comme Sylvie vient de le mentionner, ça va être important que ces normes-là évoluent en harmonie pour justement éviter les doublons. Et ça va aussi nous assurer une cohérence entre la conception et l'installation. Et puis, c'est aussi des normes qui vont permettre une nouvelle approche de coordination continue pour faciliter les mises à jour et augmenter la réactivité. Alors, comme je disais au début, au BNQ, on fait deux choses. Un, on élabore des normes comme les trois normes qui ont été présentées aujourd'hui, qui ont été élaborées par justement nos normalisateurs et des groupes de comités. Et on fait aussi de la certification, de là où vient notre slogan, se certifier, s'améliorer, se démarquer. Alors, merci tout le monde pour votre écoute et on va maintenant passer à la période de questions. Donc, je vais ouvrir l'onglet questions-réponses.
Alors ici, on a Juan Cortez qui demande bonjour, dans l'intranet de la ville de Longueuil, on voudrait créer une section de normes de conception. Je voudrais savoir si prochainement on pourrait ajouter les documents BNQ 3660-001 et BNQ 3660-004 pour consultation interne. Alors, je ne sais pas qui va répondre, mais je peux proposer de répondre. Il faut savoir que ce sont des documents qui vont être vendus. Il y a la possibilité d'acheter des droits d'utilisation multi-utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on vous proposerait de mettre en place sur votre site privé pour ouvrir l'utilisation à votre ville, tout simplement. Donc, oui, c'est possible d'acheter des droits d'utilisation multi-utilisateurs et de les mettre pour votre ville. Merci. Puis ensuite, on avait un spectateur anonyme, là, donc on ne peut pas mentionner son nom. Est-ce qu'il y a un lien entre la BNQ 3660-001, sécurisation des approvisionnements en eau potable, et les PPA-SEP et PEPP-SEP? Alors, je ne sais pas ce que c'est que les PAPE, je sais pas. Donc, Moi il non plus. faudrait que la personne prenne la parole et nous explique sa question. Mais il faut savoir que tout ce qui est production et captation d'eau ne fait plus partie de la directive 01 et donc n'est pas repris dans la 3660-001. La 3660-001 se concentre sur la distribution de l'eau, pas la production d'eau potable. Et là, Mustapha, je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. On a Donald et Lys là, qu'on pourrait permettre de parler dans la salle, Oui, qui pourrait oui, peut-être tout à fait. Il parfait. devrait Donc, être on va capable. laisser Donald rentrer là. Donc, j'offre la parole à Donald. Oui, Donald, tu es dans la salle. Oui, bonjour. En fait, les deux programmes qui sont nommés, c'est des programmes d'aide de subvention pour la préparation des analyses de vulnérabilité des plans de protection des sources d'eau potable. Et la réponse est non. Le BNQ 3660-001 ne couvre pas la partie source d'alimentation et traitement d'eau potable, mais strictement la partie réseau de distribution d'eau potable. Merci beaucoup, Donald, pour ton intervention. Ensuite, on avait Henrique Vera qui demandait, merci pour votre présentation. Est-ce que je comprends bien que la nouvelle directive ne statuera pas sur la conception d'infrastructures vertes comme des cellules de biorétention au niveau provincial? Donc, la norme fédérale CSA W201.18 et 200.18 restera la référence officielle la plus détaillée pour ces ouvrages. Non, en effet, ces documents-là ne sont pas utilisés dans la nouvelle norme 3660-001. Donc, oui, ce sujet-là n'est pas abordé dans la nouvelle norme 3660-001. Parfait. Ensuite, Normand qui demande, connaissons-nous la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles normes? Alors, pour la 3660-001 qui devrait être publiée le 26 mars, dès la publication, le document rentre en vigueur et normalement remplace la directive 001. Pour la 3660-004, je vais laisser Kamal répondre. Oui, c'est-à-dire, pour l'instant, on est en plein travaux de comité de normalisation, des moments qu'on a reçu quand même un nombre assez important de commentaires, 273 commentaires. Là, on est au bout de la quatrième réunion, donc probablement la publication se fera dans le courant de l'été 2024. Merci. Et la norme devrait être applicable dès sa publication, normalement. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ensuite, on a un autre spectateur anonyme qui demande, pouvez-vous définir qu'est-ce que signifient les croûtes et retailles du secteur de la pierre, s'il vous plaît? Alors en fait, c'est défini dans le RVMR, donc j'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est clairement défini dans le RVMR. En fait, c'est les rebuts de la taille de pierre naturelle. Donc c'est ce qu'on appelle les croûtes et retailles. Donc ce sont des pierres naturelles, mais ce sont pas des formes, ce sont des déchets, mais des déchets de bonne qualité, non modifiés industriellement. Ensuite, on a Victoria qui demande, est-ce que la publication 18300 s'appliquera aussi sur les projets qui sont déjà en construction? Alors, c'est la date de l'appel d'offres normalement qui fait foi pour le document qui est à utiliser, puisque l'appel d'offres s'appuie sur un document en application. Donc, ça reste les règles restent les mêmes au niveau des publications des nouveaux documents. C'est les nouveaux appels d'offres qui vont s'appuyer sur les nouveaux règlements, mais les appels d'offres anciens s'appuient sur les anciens règlements. Merci. Par la suite, elle demandait aussi, là, c'est quand que ça sera publié, mais je crois que vous y avez répondu un peu plus tôt. Si on va avec Olivier Lafont, maintenant, il demande où et quand nous pourrons nous procurer ces nouvelles normes.
Donc, la 3660-001 devrait être publiée le 26 mars, donc elle sera accessible par commande au niveau du BNQ. Et puis la 3660-004, comme disait Canal, ça devrait être cet été. Pareil, si vous vous connectez sur le site web du BNQ, vous pourrez commander en ligne. Ce sont que des versions PDF maintenant, avec soit mono-utilisateur, soit multi-utilisateur. Et puis là, en lien avec ça, justement, on a Claude qui demande est-ce que justement ces documents-là, 3660-001 et la 3660-004, puisque c'est subventionné par le gouvernement, est-ce que c'est des documents qui seront gratuits? Non, le gouvernement n'a pas pu financer l'intégralité des budgets nécessaires à la réalisation de ces normes. Donc, malheureusement, nous sommes obligés de vendre ces normes pour pouvoir cofinancer la réalisation de ces révisions. Ensuite, on a Pierre qui dit où se retrouvent maintenant les normes de conception pour les installations de captation et de traitement de l'eau potable s'ils ne sont pas dans la norme BNQ 1660-001. Alors, Et j'imagine que c'est équipe de 1860. c'est ça. C'est les documents en fait de captation. Maintenant, il y a des documents spécifiques que je vous ai présentés au début de la réunion. Donc là, je pense que le ministère de l'Environnement est le mieux porté. Je ne sais pas, Donald, c'était toujours en ligne pour pouvoir répondre à cette question, mais c'était lié en fait à la parution des exigences de règlement sur la qualité de l'eau. Donc, il y a le RQEP et puis il y a les procédures de mise en norme des installations de production d'eau potable et les demandes d'autorisation, puis les normes sur la qualité de l'eau. Ce sont des documents qui sont publiés par le ministère. Donc, ça reste toujours dans le champ d'application du ministère de l'Environnement. Oui, en fait, je peux poursuivre la réponse, Sylvie. La norme sur le traitement a été remplacée, ou la directive 00, je me rappelle, c'est 002 qui portait sur le traitement de l'eau, a été remplacé par les guides de conception en 2001. Qui sont mis à jour périodiquement. Et tout ce qui touche à la source d'eau, il y a le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection qui est entré en vigueur aussi plus récemment. Et puis, il y a des documents qui sont disponibles là, sur le site web du ministère de l'Environnement là, en lien avec l'application de ces règlements-là. Et bien sûr, le RAFI qui a été nommé un peu plus tôt là, dans la présentation, là, qui touche tous les éléments à déposer en lien avec les autorisations de prélèvement et les autorisations au niveau du traitement. Donc, toute cette documentation-là, comme tu le soulignais, est disponible sur le site web du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup, encore une fois, Donald. Euh, Ensuite, on a Sébastien Lagacé, en fait, qui demande est-ce qu'il y a des formations de prévues sur le contenu détaillé, justement, de la BNQ 3660-001 et la 3660-004? C'est pour l'instant pas envisagé, mais je pense que ça peut être négocié avec Donald, justement, si on voit qu'il y a un besoin qui est émis pour expliquer les différents nouveaux chapitres qui ont été introduits. En effet, c'est à discuter en fonction des besoins et des demandes. Donc, n'hésitez pas à faire remonter vos Parfait. besoins et vos demandes. Parfait. Ensuite, on a Eric qui demande les RAT devront-ils faire l'objet d'un plan final? Alors, les réseaux d'alimentation temporaire, oui, il est prévu, donc il y a 4 étapes au niveau de la réalisation des réseaux d'alimentation temporaire et la mise en ordre des plans finaux au moment de la construction, la réalisation propre du réseau d'alimentation temporaire sont prévus dans le chapitre 12 de la 3660-001. Ensuite, on va avec la question là, de Dominique qui demande les nouveaux règlements en vigueur pour le 18.9.300 au niveau environnemental ne sont-ils pas effectifs dès leur émission, peu importe la date de l'appel d'offres, donc notamment le positionnement des matériaux recyclés dans la coupe de voirie? Alors ça, là, on sort un peu du domaine d'application. C'est sûr que tous les règlements, quand ils publient, ils sont applicables immédiatement. C'est comme les lois, là. Après, il y a une période quand les appels d'offres ont été publiés, ils ont été publiés. Donc là, on sort un peu de mon cadre d'expertise, mais normalement, un document, oui, dès qu'il est publié, il est applicable. Néanmoins, quand il y a un appel d'offres qui a été fait avec des conditions qui étaient la norme précédente, forcément, l'entreprise qui a répondu avec la norme précédente, elle réfère au document de la norme en question, quoi. Très belle réponse. Mais je suis pas la meilleure là-dessus, là. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Il y a Donald qui va Donald, intervenir.
Oui, en fait, dans le règlement sur les autorisations, le RAFI, il y a certains travaux qui sont soustraits de l'autorisation en autant que ces travaux respectent notamment la norme BNQ 1809-300. Donc, au moment où les travaux sont prévus, ils doivent respecter la norme 1809-300 qui est en vigueur à ce moment-là. Donc, si on n'est pas capable, si on n'est pas en mesure de respecter les indications de ce document-là, ben, les travaux doivent revenir en autorisation à ce moment-là pour faire accepter les écarts avec le 1809-300. Donc, à partir du moment, donc la nouvelle version du 1809-300 qui est publiée depuis le mois d'octobre Ouais. dernier, vont s'appliquer à partir de maintenant là, sur les travaux qui devraient être réalisés dans les prochaines années. Mm. Mais sans comprendre Donald, et pour préciser à tout le monde, là, puisque Donald intervient quand même beaucoup, ben, en fait, Donald, il est ingénieur justement dans la division d'eau potable, là, des eaux souterraines et de surface là, au gouvernement, là, au ministère de l'Environnement. Donc, pour Et c'est préciser. un membre actif dans tous les comités de normalisation de ces trois projets. Ensuite, on a Maxime qui demande, avez-vous une idée de l'ordre de grandeur des coûts associés à l'acquisition de ces deux normes? Ouf, les deux normes, les coûts, je pense que ça va monter pour les deux normes à plus de $600, mais c'est qu'un ordre approximatif parce que les prix n'ont pas été fixés encore. Exact. Donc, c'est Donc, vraiment approximatif. on a une petite idée, mais on va pouvoir vous confirmer là, plus tard lorsque les Hmm. normes seront publiées. Ensuite, est-ce que les problèmes de téléchargement que connaît le site du BNQ sera réglé pour la publication de la norme 3660001? Moi, je suis hors jeu. Vincent, je te laisse répondre. Mais oui, là, lors de la publication, là, on espère envisager là, que sera réglé et que ça marchera. Ensuite, on a Francis qui dit, est-ce que la norme 3660004 au niveau des débits de conception va de concert avec le manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MEL-CCFP? Oui, c'est-à-dire, on tient compte de cet ouvrage, mais c'est-à-dire pour dire qu'on est en train de finaliser les choses. Donc, je préfère ne pas avancer des détails du moment que les choses pourraient peut-être changer en fonction des travaux du comité. Sinon, il est référé dans la norme, le document en question. Merci. Merci Kamal. Ensuite, on a Claude, encore une fois, qui demande, est-ce que le document 3660004 tiendra compte des prescriptions des documents CAN BNQ 3682-320 et CAN BNQ 3682-220 concernant l'atténuation des risques de captage et d'infiltration? Alors, en fait, la 320 qui est publiée, la 420 qui est en cours de développement, la 320, pour ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent pas, c'est pour les nouveaux, la conception des nouveaux réseaux d'égouts. Donc là, ben, c'est une norme canadienne. Donc, on n'a pas que la 1809 à respecter, on a toutes les normes. Il a fallu en fait définir un statut commun pour le Canada. Donc, on a forcément des exigences qui sont peut-être moins élevées que celle du Québec. En général, si vous respectez les exigences du Québec, il y a de fortes chances que vous respectez toutes les exigences de la 320. Pour ce qui est de la 420, le document est encore en cours de développement. Donc, l'objectif, bien sûr, ben, nous, c'est quand on amène, vu qu'on est responsable de la publication et de ce projet, on amène toutes les informations qu'on a et qu'on connaît. Donc, les documents du BNQ, dont la 1809-300, la 3660-001 et la 3660-004, font partie des sources qui sont partagées avec le comité de normalisation pour développer cette nouvelle norme donc qui va porter sur le plan de gestion des actifs pour intégrer la réduction de la captation et l'infiltration dans les réseaux d'eau. Parfait. Par la suite, on a Wided qui demande, qui en fait vous remercie, vous trois, là, pour votre présentation. Elle demandait aussi, est-ce que c'est possible d'avoir un accès à ces normes assez souple pour les cégeps dans le cadre des cours pour les étudiants? En parenthèse, affichage d'informations, tableau, figure dans les acétates des cours, par exemple, tout en citant, bien sûr, la source. Alors, normalement, il faut faire l'objet, on a une procédure d'utilisation des documents, des normes. Des extraits peuvent être demandés et être utilisés. Il faut juste en faire la demande officiellement au niveau du BNQ. En général, ça pose pas trop de difficultés, c'est tant que vous ne reprenez pas l'intégralité de la norme, que c'est vraiment que pour des figures ou des extraits. Donc, il suffit juste de préparer votre présentation et de l'envoyer pour validation BNQ. Et en général, ça se fait très vite. Merci beaucoup, Sylvie. Patrick qui demande, est-ce qu'une présentation est prévue afin de présenter les exigences relatives aux analyses transitoires numériques nouvellement exigées?
Alors, je pense, on parle de quoi? Des calculs des zones de pression transitoire? Je n'ai pas trop bien compris la question, en fait. Il dit Excusez-moi. 004 comme Ah, ben, je vais question. laisser Kamal. Donc, Kamal, je peux te répéter la question là, pour la 004. Là. Est-ce qu'une présentation est prévue afin de présenter les exigences relatives aux analyses transitoires numériques nouvellement exigées? Oui, tout à fait. Donc, cela, c'est traité au niveau du chapitre 11. Donc, certainement qu'il y aura la présentation des exigences relatives au transitoire hydraulique qu'on appelle les liquid belly. Et donc, certainement, il y aura quelque chose dans ce sens. On va mettre pas mal d'exigences en rapport. Merci. Alors, merci Patrick pour ta question. Alors là, je vois qu'il nous reste là, environ 4 minutes le webinaire. Donc, s'il y a des gens qui ont encore des questions, on vous laisse le temps, peut-être une ou deux dernières questions. Sinon, on va conclure là, le webinaire. Donc, on a Mathieu ici qui vous remercie encore là, pour la présentation. Sinon, on ne semble pas avoir de questions pour le moment. Donc, si jamais vous avez des questions, par contre, là, on va vous envoyer, comme on dit, un courriel avec l'enregistrement de la présentation et le PDF aussi de la présentation dans quelques semaines. Et on vous donnera un contact là, pour si vous avez des questions là, plus précises là, vis-à-vis ces noms. Alors, on remercie tout le monde d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Merci à vous tous et on va conclure ce webinaire-là. Merci tout le monde.